puis j'encourage éventuellement d'autres personnes à m'emboîter le pas concernant cette carte de WrestleMania 36. Voilà, j'estime que c'est bien de faire des pronostics alors que la carte n'est pas encore établie. J'encourage d'ailleurs certaines personnes à suivre mon pas, hein, éventuellement si elles ont le temps et l'envie. Après, bien entendu, je n'oblige personne. Voilà, des gens qui se reconnaîtront, des gens entre autres comme le camarade Philippe Perfecten, à lancer dès maintenant les pronostics, parce que oui, je trouve qu'il y a un petit peu plus de panache à les faire maintenant. Quelque chose que sans un pli, sans une tâche, j'emporte malgré vous. Et c'est mon panache. Ah ouais, tu veux du panache, Jay? Eh ben tu vas en avoir, crois-moi. Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu particulière, hein, qui n'était pas prévue à la base. Mais comme vous avez pu le voir dans cette grandiose introduction, j'ai été défié, hein, littéralement défié par un dénommé Jay Marksens, hein, dont je vous invite à écouter la vidéo en question et que je vais vous mettre en description, hein, la vidéo en question, puisque il a voulu déjà mettre en place la carte de WrestleMania 36 avec donc pas mal d'avance, tout simplement parce que effectivement c'est plutôt bien raisonné de sa part. WrestleMania ça commence au Royal Rumble tout simplement, et le Royal Rumble c'est quand même déjà dans un mois, donc on peut se dire que c'est déjà le moment d'y réfléchir à tout ça. Donc il a commencé à ébaucher une carte pour WrestleMania 36 et il m'a, à ma grande surprise, carrément lancé un défi. Et quand on me lance un défi, moi je réfléchis pas 3 ans, je relève le défi haut la main, parce que moi j'ai du panache justement, Monsieur Jay Marksens. J'ai du panache et je vais vous le prouver tout de suite avec donc ma carte de WrestleMania 36, qui est donc forcément très subjective, mais qui en même temps va être, je pense, très cohérente, et elle s'expliquera aussi, hein, de par quelques storylines que j'ai en tête, mais au bout du compte, lorsque l'on verra la carte être révélée entièrement, on se rendra compte que finalement elle est tout à fait plausible. Alors évidemment je suis très loin de me dire que ça va être un 100% de réussite, hein, c'est même impossible. Déjà si j'arrive à avoir un bon match sur cette carte, ça sera déjà pas mal. Alors je vous le dis tout de suite, cette carte est assez épaisse, on va dire, puisque je sais que voilà, Jay Marksens, lui, il parlait plutôt d'une carte plus légère que les années passées, mais franchement je ne pense pas, parce que ça reste un pay-per-view du Big Four et le pay-per-view le plus important de l'année, et on est toujours sur un format de 2 heures de kick-off et un minimum de 5 heures, donc je pense qu'on ne changera pas à ce niveau-là, donc je reste sur une carte très étoffée, avec 4 matchs de kick-off et 13 matchs sur la carte principale, donc même un de plus que l'année dernière, puisqu'il y avait 12 matchs sur la carte principale, moi j'en mets un 13e, et ça s'explique aussi, je vous expliquerai un peu aussi pourquoi. On va d'abord commencer donc par le kick-off, où là, vous me direz, je ne prends pas trop de risques. La bataille royale d'André le Géant, hein, la fameuse Andre the Giant Memorial Battle Royal,
qui permet évidemment de caser un max de monde, hein, tous ceux qu'on n'a pas pu placer sur la carte principale, c'est le côté facile, mais en même temps ça permet de contenter un max de monde et en même temps voilà, de donner une petite carotte à tous et pour les remercier du travail qu'ils ont accompli durant toute l'année, hein. C'est un peu ça aussi, hein. C'est un peu c'est un peu la petite fête de fin d'année, la petite fête de fin d'année que vous faites à l'école, hein. Voilà, c'est ça, c'est pour clôturer l'année en beauté. Voilà, c'est tout le monde est content, on fait la fête et donc c'est la bataille royale d'André le Géant. Peu importe le vainqueur, hein, de toute façon le but, hein, c'est pas de faire des pronostics, hein, c'est juste de faire une carte. Donc ça n'a pas trop d'importance de dire qui va gagner. Le match suivant, vous vous en doutez. Alors, il y a une petite surprise, comme vous pouvez le voir, c'est bien sûr la bataille royale féminine, cette fois-ci, mais que je propose de rebaptiser, puisqu'elle n'a... Vous vous souvenez que on avait, à la base, elle s'appelait la Fabulous Moolah, enfin la Moulaz Battle Royale, mais finalement, bon... il y a eu beaucoup de contestations de par ce que Fabulous Moolah a pu dire faire dans sa vie, hein. On va pas s'attarder là-dessus. Et du coup, bon ça a été changé et puis finalement c'est devenu bataille royale féminine de WrestleMania, quoi. Ils ont complètement retiré son nom. Mae Young, ça aurait pu être Mae Young, mais elle a déjà donné son nom à un tournoi féminin, hein, que vous connaissez. Donc je propose la China's Battle Royale, donc la bataille royale de China, hein, son honneur, elle qui est maintenant Hall of Famer, hein, on le sait, depuis l'année dernière. Je pense que ça aurait du sens, et je pense qu'ils sont tout à fait capables de renommer la bataille royale, de lui redonner un nom surtout, puisque quand même on a André le Géant, il est là depuis le début, il est associé à cette bataille royale depuis le début, et ça fait quand même bizarre de pas avoir de nom féminin associé à cette bataille royale féminine, d'autant plus qu'on est quand même soi-disant en pleine Women's Revolution, donc je trouve normal de donner un nom d'une grande dame entre guillemets du catch et de la WWE à cette bataille royale féminine. Voilà, ça c'était pour la parenthèse. Donc la China's Battle Royale qui va donc couronner aussi une femme. En général c'est assez random, il n'y a pas de cohérence scénaristique, il n'y a rien derrière, donc ça peut être, voilà, on a eu Naomi, on a eu Carmella l'année dernière, voilà, ça peut être une Dana Brooke, ça peut même peut-être être la nouvelle Liv Morgan, enfin bref, voilà, ça peut être un peu tout et n'importe qui, ou tout n'importe quoi, c'est difficile à pronostiquer, bref, de toute façon, comme je vous l'ai dit, le but n'est pas de pronostiquer. Match suivant, qui va peut-être vous surprendre, c'est un match comptant pour les championnats tag team féminins entre les Kabuki Warriors qui seront toujours championnes à WrestleMania et contre une équipe assez improbable puisque Charlotte, j'ai mis Charlotte. Pourquoi? Parce que pour moi Charlotte ne sera pas impliquée dans les gros titres singles cette année à WrestleMania et en même temps je ne peux pas imaginer que Charlotte ne sera pas sur la carte de WrestleMania. Ça me paraît, c'est un nom trop important et je ne vois pas Charlotte exclue de cette carte. Du coup, j'ai réfléchi et j'ai essayé de la placer quand même dans un programme. Et alors, elle vient d'échouer justement à TLC avec Becky Lynch face aux Kabuki Warriors. Et justement, je comptais justement rebondir là-dessus et continuer la storyline en me disant que alors que bon Becky Lynch elle va partir sur elle va continuer avec ses petites histoires pour son titre d'Euro. Donc les tag teams c'est terminé pour Becky, mais Charlotte, je la verrais bien encore continuer là-dedans sur le circuit tag team en cherchant la partenaire idéale pour se venger et réussir à battre les Kabuki Warriors. Voilà en gros l'histoire. Et justement, on pourrait avoir un segment avec les Kabuki Warriors qui se pavanent là sur le ring et qui cherchent justement leur
futurs adversaires et qui disent bon ben on a battu tout le monde quoi, en gros on a battu tout le monde, on est les meilleurs et personne ne nous prendra jamais les ceintures. Et c'est là que Charlotte se pointerait toute seule et que les Kabuki Warriors se moqueraient d'elle, hein, elle rigolerait en disant toi Charlotte, encore toi, mais on t'a déjà battu à TLC. We beat you, Charlotte. We beat you. Et elle se moquerait d'elle comme ça. Sauf qu'évidemment, Charlotte, elle aurait plus d'un tour dans son sac. Et c'est là qu'elle sortirait, elle brandirait sa carte joker. Le grand retour de Nia Jax. Maintenant, à ce moment-là, le grand retour de Nia Jax. Je le mettrais... Alors, évidemment, il y a le Rumble. Il y a le Rumble où surtout qu'elle s'entraîne. On sait qu'elle s'entraîne... actuellement, elle est au Performance Center, Nia Jax. Elle fait même on a vu des petites images où elle se projette dans les cordes, donc elle semble proche d'un retour. Mais j'aimerais bien que Nia Jax fasse son retour de cette façon-là. Maintenant, je suis pas sûr qu'ils le fassent parce qu'effectivement il y a le Rumble, donc elle peut faire quand même des petites choses déjà au Rumble pour faire ça à son retour. Et à ce moment-là, qu'on sorte cette histoire après. Hein, parce que bon, WrestleMania, il y a encore du temps derrière. Hein. Mais j'aimerais bien quand même, que pour que le public pop, qui est vraiment une grosse réaction, que on ait cette surprise, et que Charlotte nous brandisse cette carte vraiment d'une femme forte, qui pourrait lui permettre d'atteindre ce but, à savoir le titre. Les titres féminins, c'est le seul titre qui manque au palmarès de Charlotte. Hein. Donc ça pourrait être effectivement quelque chose de cohérent d'avoir ce match pour les titres féminins avec à nouveau Charlotte dans le game face, donc avec une partenaire assez costaude. J'avais pensé à Natalia dans un premier temps. Bon, mais je trouvais que ça avait plus d'impact avec une fille qui fait son comeback, tout simplement. Et encore, j'ai changé parce que j'avais même mis une équipe assez improbable entre les deux filles de NXT qu'on a pu voir à savoir Deonna Purrazzo et Chelsea Green. J'avais mis ces deux-là à la base, mais ça paraissait tellement improbable. Et puis je me suis dit non, on peut pas se passer de Charlotte. Et puis Nia Jax va être de retour. Donc j'ai trouvé que l'occasion était belle. Et que ça pouvait faire quand même un match intéressant en plus entre ces deux équipes. Voilà. Et enfin, quatrième et dernier match de ce kick-off. Comme souvent, les Cruiserweight. Avec, comme vous pouvez le voir, un nouveau champion. Nouveau champion, c'est Isaiah Swerve Scott qui a récupéré le titre aux mains de Angel Garza. Donc c'était à NXT. Le combat a eu lieu quelques semaines auparavant. Et il va y avoir une revanche et Lio Rush sera également dans le game. Maintenant, j'ai pas forcément réfléchi à l'histoire et de savoir comment ça s'est goupillé, mais il y a plusieurs façons de faire, bien sûr. Il peut y avoir un number one contender match entre Lio Rush et Angel Garza et finalement, il y a une fin qui est pas clean, une intervention extérieure et du coup. William Regal proclame un triple threat match. Bref, il y a plusieurs façons de faire, mais je trouve que cette affiche, elle est belle, elle est disputée, elle est bien sûr inédite et elle permettrait justement de vraiment continuer à mettre en valeur Isaiah Swerve Scott, qui quand même promis un bel avenir et on sent que 2020 pourrait vraiment être son année. Donc c'est pour ça que je lui ai donné le titre et avec Garza et Rush qui sont pour l'instant les deux gros noms, les deux grosses locomotives de 205 Live actuellement. Voilà pour ce match de kick-off qui est vraiment très beau sur le papier. Je trouve que cette affiche elle a vraiment de la gueule. C'est difficile de prétendre le contraire. On va passer maintenant à la carte principale. Avant de passer au premier match, on va parler d'abord des guest hosts, parce que j'ai pensé aux guest hosts. Eh bien, ce seront les Street Profits. Les Street Profits qui seront les guest hosts de ce show, de cette édition de Tampa, de WrestleMania Tampa, puisque en général, ce sont plutôt des gens qui s'expriment bien,
qui sont plutôt bons au micro, qui sont divertissants. Voilà, si on prend les dernières années, on a eu Alexa Bliss l'année dernière, qui est plutôt pas mauvaise au micro, qui a voilà un physique avenant, on va dire. Et il y a 2 ans, on avait eu aussi les New Day, hein. Donc les New Day aussi pour faire le show au micro, etc. C'est quand même pas n'importe quoi. Donc les Street Profits, pour moi, ils ont parfaitement le profil pour cela. L'inconvénient, enfin, ils pourraient combattre aussi, mais vous verrez que je ne les ai pas mis sur la carte. Ils vont avoir un rôle récurrent, hein, comme souvent pour les guest hosts. Ils vont présenter les matchs, ou ils vont faire ce qu'ils font habituellement backstage. Et je pense aussi que c'est ça qui va faire qu'ils vont devenir les hosts, hein. C'est-à-dire que par rapport au travail qu'ils ont pu accomplir backstage, la façon qu'ils ont récurrente maintenant de présenter les matchs, les cartes, les rivalités, ils ont tout à fait déjà finalement ce rôle en quelque sorte de hôte. Donc pour moi ça me paraît naturel qu'ils le soient, qu'ils remplissent ce rôle à WrestleMania. Voilà, et donc je pense que c'est tout à fait plausible, et niveau catch, on pourra les revoir plus tard après WrestleMania, hein. De toute façon, c'est encore des rookies, ils viennent d'arriver. Voilà, on va pas commencer à parler d'enterrement ou je ne sais quoi, hein. Ils sont encore tout nouveaux. Laissons-les se développer. Pour moi, de toute façon, cette équipe, elle va fonctionner. Il n'y a pas de problème. C'est déjà de l'or en barre, et pour moi, ça va forcément à un moment donné décoller pour eux. Et puis c'est déjà, s'ils sont guest hosts, c'est quand même pas non plus, c'est quand même pas n'importe quoi, hein. Enfin voilà, Alexa Bliss, elle a quand même eu pas mal de titres, et les New Day encore plus, hein. Donc voilà, c'est quand même pas, c'est pas du tout un gage d'enterrement ou de je ne sais quoi, hein. Voilà, donc on va commencer par mon opener. Mon opener, ça va être carrément un Fatal 4-Way Tag Team comptant pour les titres de SmackDown, et vous avez pu, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté des échelles puisque ce sera un ladder match. Oui, un ladder match comptant pour les titres par équipe de SmackDown, donc à l'image de ce qui s'est fait à TLC, où les New Day ont conservé face au Revival. Cette fois-ci, je continue du coup sur un ladder match, mais cette fois-ci avec 4 équipes, comme ce qu'on peut faire souvent à WrestleMania, toujours pareil, dans le but de placer un max de monde. Je retire les Revival qui, malheureusement, vont être un petit peu sur la fin, et on les ridiculise de plus en plus, et ça risque de continuer. Donc je les sors un peu du game, tout simplement, et je mets les 4 équipes qui sont finalement les 4 grosses équipes qui restent à SmackDown, en excluant la Lucha House Party, que j'aurais pu également intégrer, mais j'ai mis les 4 équipes qui comptent actuellement dans le roster de SmackDown, hors Revival et hors Lucha House Party, à savoir les Heavy Machinery, les New Day, donc qui sont les 2 équipes face, et les 2 équipes heel, Nakamura, Cesaro, que je continue d'associer tous les deux, avec un Nakamura qui aura perdu son titre intercontinental dans l'intervalle, ce qui fait qu'il va cette fois-ci se lancer dans un run en tag team avec Cesaro, et d'ailleurs pour moi ce sont les champions, ils auront récupéré les titres, j'expliquerai après pourquoi, et donc ils remettent leur titre en jeu dans ce ladder match. Et donc la 4e équipe, c'est Rudolph, avec bien sûr un Rude qui sera bien sûr de retour suite à sa suspension pour avoir enfreint la Wellness Policy. Et voilà, donc ça fait quand même une belle petite affiche entre 4 équipes sympatoches, hein, on va dire, avec les échelles. Ça peut être spectaculaire, et pour moi c'est un bon placement de les mettre comme opener d'un WrestleMania. Voilà, pour moi c'est plutôt un choix intéressant. On va passer au match suivant. Voilà, ça peut vous surprendre, mais oui, Sheamus, donc on sait qu'il va être de retour, et oui, il porte déjà la ceinture intercontinentale, puisque comme je vous l'ai dit, Nakamura a perdu son titre dans l'intervalle. Il récupère cette ceinture, hein, puisque Sheamus, on le sait, il veut revenir à SmackDown, et il a vu ce qui s'était passé à SmackDown dans son absence. Il a vu que c'était une blague et que c'était n'importe quoi le roster de SmackDown. Donc lui, il revient pour en remettre de l'ordre dans tout cela, et il n'aura pas traîné. Il récupère le titre intercontinental, et pour cela,
il va le défendre dans un triple threat match face à deux hommes très différents, Mustafa Ali d'un côté et Braun Strowman de l'autre. À vrai dire, j'ai changé aussi, puisqu'à la base, j'avais intégré Baron Corbin à la place de Braun Strowman, sauf que je me suis quand même posé 5 minutes et je me suis dit, bon, Braun Strowman, attention, parce que l'année dernière à WrestleMania, il avait gagné la bataille royale d'André le Géant, donc il était à cette position-là, et je me dis, si on l'écarte à nouveau de la carte principale de WrestleMania, qu'on n'en fait rien à nouveau, je trouverais que ça serait assez dégueulasse pour lui, et du coup j'ai envie de le remettre en lumière à WrestleMania et non plus dans le kick-off, et en lui donnant quand même un bel os à ronger avec cette possibilité de récupérer le titre intercontinental, et du coup j'ai un peu sacrifié Baron Corbin qui peut tout à fait être relégué dans la bataille royale, hein, puisqu'on l'a quand même beaucoup vu en lumière ces derniers mois, et il s'est beaucoup trimballé vers le haut de la carte, donc je trouverais pas ça déconnant de le remettre un petit peu en dessous, hein, en dessous de la pile, et cette fois-ci dans la bataille royale d'André le Géant. Voilà un peu mon sacrifice. Et ça donne donc un match inédit, un match entre des styles assez opposés, hein, notamment Ali et les deux autres qui sont beaucoup plus dans la force et dans le bourrinage, on va dire. Et ça peut être un match pas dégueulasse en plus. Ça peut être un match pas dégueulasse avec des oppositions de style, et je pense que ça peut faire quelque chose d'intéressant. Et j'ai mis Ali, que j'avais pensé l'intégrer avec Shorty G pour faire ce match par équipe de SmackDown dans le ladder match. Et puis finalement, également j'ai réfléchi, je me suis dit, Ali, il y avait quand même de bonnes chances pour qu'il ait le spot de Kofi cette année, à WrestleMania 34. Malheureusement il s'est blessé, il n'a pas pu le faire. Et je me suis dit, bon, à mon avis, il risque quand même de le récompenser malgré tout, puisque bon, c'est quand même pas de sa faute s'il s'est blessé. Et je me suis dit qu'ils auraient quand même l'intention de le récompenser ou de lui donner quelque chose pour ce WrestleMania 35. Et c'est pour ça que je l'ai laissé dans ce match, et que je lui ai donné donc cette opportunité plutôt en solo. Et donc je ne l'ai pas associé à Shorty G, que je vais aussi reléguer dans la bataille royale. Donc Ali, qui mérite ce spot, avec un Sheamus maintenant qui l'une des nouvelles forces dominantes de SmackDown, et Braun Strowman. Voilà une fiche qui est quand même plutôt alléchante sur le papier. Un autre match qui va faire beaucoup parler. Voici cette affiche absolument improbable, et qui pourtant peut tout à fait se produire, puisque je mets le Miz et John Morrison de retour ensemble en tag team pour affronter Daniel Bryan et Edge. Oui, j'ai bien dit Edge, avec une petite histoire derrière tout ça. Pourquoi tout ça? Parce que je voyais bien une petite histoire, parce qu'on voit bien que Daniel Bryan et le Miz sont très associés en ce moment. Ils vont, je pense, continuer encore avec The Fiend. Ils ont encore une histoire liée à eux trois. Et je verrai bien encore une nouvelle tag team improbable se nouer entre le Miz et Daniel Bryan. Un petit peu à l'instar de ce qui s'était passé l'année dernière, enfin en tout cas en 2019, mais ça va devenir bientôt l'année dernière, entre Shane McMahon et le Miz. Une tag team improbable. Et bien là pareil, je verrai bien un peu le même genre d'histoire, d'autant plus que là on les associe beaucoup en ce moment, puis que les deux ne peuvent pas se voir de façon notoire, mais que du coup ils peuvent créer quelque chose. Certes, l'histoire peut paraître un peu répétitive, mais j'ai quand même envie d'y croire, et je me suis dit que ce qui construisent actuellement autour de ces deux hommes, ça peut sentir la tag team, et du coup les deux vont finir par s'associer malgré la réticence de Daniel Bryan. Il va finir par accepter, et le Miz qui va lui proposer d'aller chercher les titres par équipe que détiennent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Nakamura et Cesaro, qui sont donc les nouveaux champions tag team de SmackDown, qu'ils auront récupéré aux mains des New Day, entre parenthèses. Donc Nakamura, Cesaro, les champions, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le Miz
qui finalement va trahir Daniel Bryan pendant le match. Finalement, les titres par équipe, ça ne l'intéresse pas, et puis de toute façon il les a déjà eu avec Shane McMahon, pas plus loin que l'année d'avant. Donc en fait tout ce qui l'intéressait, c'était finalement d'arnaquer Bryan, et donc il va lui faire une petite entourloupe, et du coup derrière Nakamura et Cesaro conserveront leur titre en faisant le pin sur Daniel Bryan, et c'est comme ça que tout va commencer, et en plus il va y avoir encore une association avec le grand retour de John Morrison, puisque c'est là que John Morrison pourrait intervenir, d'abord pour essayer de faire le sauveur, de jouer les sauveurs, et de s'interposer entre Bryan et le Miz, et en fait c'est là qu'on va voir que Morrison, qui va arriver sous une grosse pop forcément pour son retour, bah en fait il va s'en prendre à Bryan avec le Miz, donc attaque à deux, et là le public va vraiment mal réagir, et forcément un retour suivi d'un heel turn pour John Morrison, et l'association Miz and Morrison à nouveau, donc qui va rendre vraiment heureux les nostalgiques de cette époque, un peu cette époque NT1 on va dire, et ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Et Daniel Bryan, lui, bien sûr, il va pas vouloir en rester là, il va se trouver un partenaire pour défier Miz et Morrison à WrestleMania, et il va se trouver justement quelqu'un qui a fait son retour au Royal Rumble, et qui en plus a connu le même problème, c'est-à-dire une grosse blessure à la nuque, qui avait mis fin à sa carrière, enfin normalement mis fin à sa carrière, et puis finalement avec un miracle un peu similaire, il a réussi finalement à faire son retour, notamment donc au Royal Rumble. Et du coup c'est un peu cette histoire assez ressemblante entre Bryan et Edge, hein, de destin finalement similaire, qui va les rassembler, et c'est là que donc Bryan présente Edge face au Miz et à John Morrison, et voilà comment ce match a lieu, et je trouve que ça a vraiment une sacrée putain de gueule ce match, et je pense que y a peu de gens qui vont me dire le contraire, et tant qu'à faire, ce serait le premier match d'Edge depuis son retour, puisque bon, le Royal Rumble compte pas véritablement comme un match, ça sera juste une petite présence, mais un véritable match, ce serait le gros retour de Edge à ce moment-là, donc dans ce 2 contre 2, qui en plus a le mérite de ne pas non plus le faire lutter trop longtemps, avec des pauses, hein, vu que évidemment c'est un match tag team. Voilà, donc ça, je pense que ça pourrait être intelligent comme choix. Voilà, donc pour le match qui vraiment est très alléchant et tout à fait plausible. Match suivant, Brock Lesnar contre Cain Velasquez, acte 2, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir sur le visuel, Brock Lesnar n'a plus le titre de la WWE, puisqu'il l'a perdu à l'Elimination Chamber, puisqu'à l'Elimination Chamber, on a dans la cage un match avec 6 hommes, hein, toujours comme d'habitude, mais 6 hommes d'Euro, avec un match de championnat d'Euro, donc de championnat de la WWE, avec donc Brock Lesnar qui combat dans la cage, hein, cette fois-ci on va le voir, sauf que ce qui va se passer, c'est que Cain Velasquez va se pointer en plein match. Forcément, Brock Lesnar va être très surpris, il va avoir un peu la même réaction que lorsque Velasquez est arrivé la première fois lors du premier épisode de SmackDown sur la Fox. Il va faire un peu la même tête. Il va rentrer dans la cage, Cain Velasquez. Hein, il va profiter d'un moment où quelqu'un se fait éliminer, du coup au moment où la cage s'ouvre, pour pénétrer la cage. Et là, gros brawl entre les deux hommes. Et en fait, ça va permettre à quelqu'un d'autre, choisissez celui que vous voulez, d'éliminer Brock Lesnar, et du coup la finalité c'est que Lesnar va perdre son titre à l'Elimination Chamber à cause de Cain Velasquez. Vous verrez de toute façon un peu plus tard qui est le champion de la WWE dans ma carte. En tout cas pour moi ça a du sens, puisque évidemment à Crown Jewel ça n'a pas duré longtemps, et Cain Velasquez a abandonné en 2 minutes. On savait qu'il était blessé, mais bon, ça c'est le kayfabe.
Enfin, je veux dire, c'est la réalité, mais évidemment, c'est ce qu'on nous a pas montré, bien sûr. Hein, on nous a vraiment montré un véritable squash, mais évidemment, Cain Velasquez va vouloir se venger. Il va pas vouloir en rester là à ce squash humiliant, et il va donc prendre sa revanche sur Lesnar. Voilà le pourquoi du comment, et pour moi ce match 2 a tout à fait du sens, et cette fois-ci, hein, tant qu'à faire un match beaucoup plus compétitif, hein, qui sera peut-être un peu plus un match MMA, un peu à l'image des 2 minutes qu'on a pu avoir à Crown Jewel, mais cette fois-ci un match beaucoup plus long entre les deux hommes, 10 minutes, ça sera déjà pas mal, et voilà, pour moi, c'est aussi encore un match qui est tout à fait plausible. Match suivant, voilà, encore un match qui peut surprendre, ce sont les AOP, qui sont les nouveaux champions tag team d'Euro, puisque les Viking Raiders ont perdu les titres depuis. The OC, on le sait, ils sont encore en feud avec The Viking Raiders. Il y aura eu une petite feud entre les deux, et qui aura continué. Mais au final, AOP auront récupéré les titres, et du coup, c'est la nouvelle force, ce sont les nouveaux hommes forts, hein, au niveau tag team à Raw, et on a une belle histoire puisque Rey Mysterio, donc qui vient d'ailleurs de perdre sa ceinture des États-Unis, hein, lors d'un live event au Madison Square Garden face à Andrade, hein, si vous n'êtes pas au courant, pour moi c'est plutôt ça a du sens puisque je ne voyais pas rester champion des États-Unis très longtemps, et justement, c'est l'occasion de partir vers une autre histoire. Et l'autre histoire, pour moi, ça a du sens, puisque Mysterio avait dit qu'il ne prendrait pas sa retraite sans avoir gagné un titre, quelque chose, avec son fils Dominique. Et voilà l'histoire. Et donc, je vois bien ce run par équipe avec Dominique et donc Rey Mysterio. Voilà, on a vu un petit avant-goût aussi lors du match de Survivor Series entre Rey Mysterio et Brock Lesnar, avec ce double 619, hein, et puis ce frog splash aussi de la part de Dominique. Donc il a montré des choses, et ça peut être un avant-goût de ce qu'ils vont pouvoir peut-être produire en équipe. Et il y a une très très belle histoire qui peut s'écrire à travers ce match, avec un public qui va être sûrement à fond derrière ces deux-là, pour essayer on va dire de réaliser l'impossible, parce que AOP, ils seront très difficiles à battre, ils vont être buildés forts, ça va être l'équipe à battre, ça va être une équipe qui sera, en plus une équipe qui va être à ce moment-là invaincue, en tout cas je l'espère, une équipe invaincue, très très difficile à battre, des destructeurs, ils auront battu vraiment tout le monde sur les 3 mois à venir, et du coup, voilà comment on en arrive là, avec Mysterio, père et fils, qui vont tenter de réaliser l'impossible avant que Rey Mysterio ne prenne sa retraite. Voilà, avec un dernier gros défi avant sa retraite. Voilà, pour moi c'est encore un match qui a tout à fait sa place et qui est tout à fait crédible. Match suivant, un match aussi qui va beaucoup nous faire pleurer, c'est l'Undertaker qui fait son grand retour, le grand retour de l'Undertaker à WrestleMania, puisque il nous avait malheureusement pas fait l'honneur de sa présence à WrestleMania cette année, hein, donc pour le WrestleMania 35. Et là, il fait son grand retour. Et il y a quelqu'un, un homme qui on va dire, qui a teasé un peu sa curiosité, qui a piqué sa curiosité et qu'il a envie de défier, hein, puisque cet homme, c'est un homme qui aime le défi, et nul autre. Qui d'autre que Aleister Black pour justement lancer des défis, et du coup c'était parfait. Et donc Aleister Black, il a rien de prévu, ça tombe bien, hein, il se fera éliminer du Rumble, d'ailleurs Aleister Black, de façon assez cruelle, bref, mais il aura donc ce défi. Il a pas de titre, il ne vise pas de titre intermédiaire pour le moment, et donc c'est l'homme qui veut se farcir Taker, voilà, tout simplement, et il veut le mettre à la retraite, et on pourrait même dire que que la carrière de Taker est en jeu dans ce match, tout simplement. Et ça, voilà pourquoi on va pleurer, parce que ça peut être vraiment la très belle occasion pour que Taker s'arrête là,
même si on est d'accord, il aurait dû s'arrêter depuis longtemps, mais bon, bref, on peut pas refaire l'histoire. Mais ça pourrait être vraiment la bonne occasion pour que ça s'arrête là, pour Taker, et qu'il passe le témoin à un homme un peu badass comme lui, comme Aleister Black, un peu sombre aussi, voilà, il y a des petites similitudes, même si c'est pas du tout la même gimmick, mais il y a un petit côté un petit peu dark, hein, qui est, on va dire, commun aux deux hommes, et ce passage de témoin pourrait être voilà, très beau, très intéressant et très intelligent à faire. Donc voilà, un match avec la carrière de l'Undertaker qui serait en jeu, et tant qu'à faire, une défaite de Taker, donc avec la véritable retraite de Taker, qui serait ensuite conduit au Hall of Fame de l'année suivante, hein, donc le Hall of Fame 2021. Voilà un peu pour mon programme. Je n'ai pas mis Sting parce que pour moi on en parle encore, mais pour moi ça va rester une légende. On ne verra jamais un Sting contre Taker, ça serait n'importe quoi. Ça serait horrible à voir, et je préfère qu'on voit un Taker qui met en valeur et qui met en avant entre guillemets un jeune qui a besoin justement d'être propulsé comme méga star, à savoir Aleister Black, et ce serait pour moi un très bon choix. Un autre match qu'on a déjà vu, hein, un grand classique, Seth Rollins, le nouveau champion des États-Unis, Seth Rollins, qui affronterait AJ Styles, avec comme histoire on va dire une feud à 3 contre 3, puisque AOP sont toujours associés à Seth Rollins, The OC sont toujours ensemble, bien sûr, avec Gallows Anderson donc et Jay Styles, et bah ça se frite entre les 6 hommes, ça se frite, il y a une vraie feud à 3 contre 3, et The OC du coup ils sont en train depuis quelques temps, ils sont sur la pente face, on va dire, hein. Ils sont pas loin d'être face, et puis forcément en plus face à AOP et Rollins, hein, il y a pas de mal. Du coup ils retournent un petit peu face là, les aussi, même si ça reste un peu twinner, c'est un peu incertain, mais le public il commence à adhérer de plus en plus à The OC, et le match a une petite stipulation particulière, puisque à la fois The AOP et à la fois Gallows Anderson sont banned from ringside, bannis du ring, puisque dans le build-up de ce match, il y aura eu beaucoup d'interventions, beaucoup de disqualifications, des brawls, beaucoup de brawls, et c'est pour ça que la décision aura été prise de bannir du ring, du ringside, les deux compères de Rollins et les deux compères de AJ Styles. Donc c'est un match qu'on connaît, notamment qu'on a vu au Money in the Bank, un match qui était l'un des meilleurs de l'année, et que j'ai d'ailleurs salué dans ma vidéo que je vous invite à vous regarder, ma précédente vidéo sur les tops et les flops des matchs de pay-per-view à la WWE en 2019. Bref, c'était un très bon match, et ce match se doit enfin, c'est un match qu'on peut tout à fait avoir à nouveau, voir à nouveau. Et de l'eau aura coulé sous les ponts. Maintenant on a un Rollins heel qui est redescendu dans la mid-card, et qui donc a chopé le titre des États-Unis, ce qui est tout à fait aussi envisageable, et on ne peut pas se passer de Seth Rollins et d'AJ Styles à WrestleMania. Donc pour moi, un programme entre les deux peut tout à fait avoir lieu, et donc avec notamment en toile de fond une feud 3 contre 3 entre ces deux factions. Je trouve que ça peut tout à fait avoir du sens. On va passer maintenant à quelque chose, du coup, voilà, donc où je voulais en venir, j'en ai parlé au tout début de nos vidéos, c'est la NXT, puisqu'on a appris, hein, on le sait, que la NXT va être beaucoup plus présente à WrestleMania, comme elle va être beaucoup plus présente au Rumble, hein, puisqu'ils vont être normalement... il va y avoir notamment 10 représentants de NXT au Rumble masculin et au Rumble féminin, donc il va y avoir une égalité parfaite avec Raw et SmackDown, hein, et 10-10-10 à chaque fois, et du coup on parle aussi d'une représentation importante de NXT à WrestleMania. C'est pour cela que naturellement j'ai eu une pensée pour NXT, et pas qu'une seule, puisque vous verrez qu'ils sont bien représentés. On va commencer par
Allez, un match de championnat féminin. Allez hop, direct. Rhea Ripley, donc la toute nouvelle championne de NXT depuis l'épisode de la semaine dernière, hein, que vous avez sans doute vu, où elle a réussi à terrasser Shayna Baszler. Donc c'est quand même un gros événement. C'est donc la nouvelle championne de NXT, hein, ce qui n'est pas une surprise, on s'en doutait tous, pour affronter Io Shirai, qui est, on va dire là, maintenant que Baszler est partie, puisque pour moi elle est partie, Baszler, elle est dans le main roster maintenant, c'est la top heel de NXT, sans contestation possible, et du coup, c'est une nouvelle feud qui est en train de naître entre ces deux femmes, sachant que dans l'intervalle, Rhea Ripley aura réussi à battre Dakota Kai pour son titre lors du takeover précédent, à savoir le takeover Portland, qui aura lieu peu de temps après le Royal Rumble. Voilà. Donc Dakota Kai, ça aurait été une adversaire de transition pour Rhea Ripley. Et là, on attaque sur un nouveau programme avec donc Io Shirai qui va tenter cette fois-ci à nouveau sa chance pour le titre, hein, puisqu'elle a échoué jusqu'à maintenant. Du coup, c'est une affiche qui est quand même très alléchante et qui permet donc de mettre en lumière NXT et notamment ses représentantes. On pourrait faire un peu à l'instar de ce qu'ils ont fait pour le Survivor Series, à savoir que dans le takeover qui précède, donc la veille, hein, le takeover Tampa Bay qui va précéder WrestleMania la veille, donc faire un number one contender match pour désigner donc celle qui affronterait Rhea Ripley à WrestleMania, comme ils ont pu faire avec Pete Dunne, qui a donc gagné son match pour affronter Adam Cole le lendemain au Survivor Series. Donc pour moi, ce serait le même type d'organisation et c'est tout à fait réalisable. Match suivant, on va rester à NXT. Cette fois-ci, c'est le titre majeur masculin qui est en jeu entre Adam Cole, qui est toujours le champion. Il a conservé sa ceinture à TakeOver Portland et j'ai pas forcément réfléchi à un adversaire. Ça peut être Gargano, ça peut être Ciampa, peu importe, on va dire. En tout cas, il est toujours champion et cette fois-ci se trouve face à lui quelqu'un de très over et de plus en plus over, qui est devenu incontournable. C'est Keith Lee. Keith Lee, que maintenant le monde entier connaît, et notamment depuis le Survivor Series, en tout cas pour la plupart. Nous, on le connaissait avant, mais quand même, il faut le dire, beaucoup l'ont découvert au Survivor Series. Et de la même façon, on aura à TakeOver Tampa Bay, donc la veille, un match, number one contender match, pour désigner également le challenger numéro 1, pour affronter Adam Cole le lendemain au Survivor Series, à WrestleMania, pardon. Donc, voilà ce qu'on peut avoir, une très très belle affiche, inédite, hein, parce qu'on n'a pas encore eu de 1 contre 1 entre les deux, et forcément, ça donne envie, et en plus, sur The Grandest Stage of them all, ça peut tout à fait donner quelque chose de grandissime, de grandiose, avec le titre, le sacre de Keith Lee, qui serait donc celui qui arriverait à enfin terrasser Adam Cole, ce qui serait pas non plus une mince affaire, et qui pourrait être aussi un gros feel-good moment, un peu comme avec Rhea Ripley la semaine dernière. Voilà. Donc, pour NXT, on a quand même 2 gros matchs, hein, avec les hommes et les femmes représentés. Je n'ai pas mis les tag teams parce que je ne pense pas qu'ils vont aller jusque là, et puis sinon on aurait une carte beaucoup trop épaisse, donc j'ai épargné les tag teams, donc je n'ai pas mis de match pour les tag teams. Pour le coup, le match de championnat aura lieu à TakeOver la veille. Voilà comment je vois les choses. Match suivant, triple threat match comptant pour le titre féminin de SmackDown entre Bayley, qui est toujours championne, Shayna Baszler, qui a fait donc ses grands débuts dans le Royal Rumble. Ça y est, elle est là. Elle a déjà été très impressionnante dans son Rumble. Elle a éliminé beaucoup de monde et elle se présente comme une grosse menace et elle est draftée du côté de SmackDown. Donc pour ne pas faire, on va dire, double emploi avec Ronda Rousey qui est elle du côté de Raw. Donc du coup, j'ai décidé de la mettre du côté de SmackDown. Et on ajoute Sasha Banks, puisque l'amitié actuelle qu'on a pour l'instant actuellement entre Sasha Banks et Bayley, petit à petit, dans les semaines et les mois à venir, vous verrez qu'elle va petit à petit s'effriter. La confiance va petit à petit
se dissoudre, et on va véritablement avoir une vraie feud entre Sasha Banks et Bayley, avec comme arbitre de choix Shayna Baszler, qui fait peur un peu aux deux à la fois, hein, il faut le dire, et du coup ça fait quand même une grosse menace pour les deux femmes, et notamment la championne Bayley, d'autant plus que Bayley a abandonné face à Shayna Baszler dans le main event de Survivor Series, donc il y a de la revanche dans l'air, et du coup l'histoire s'écrit assez facilement. Voilà aussi pourquoi j'ai constitué cette affiche, qui est quand même plutôt sympatoche sur le papier, et franchement en plus ça va donner du suspense. Tout est possible, tout est envisageable, notamment une intervention de Duke et Shafir, hein, bien sûr, triple threat match, pas de disqualification, donc tout est possible, voilà, et ça pourrait tout à fait sonner la fin du long règne, hein, quand même, de Bayley, hein, qui aurait été quand même long, et peut-être le premier sacre de Shayna Baszler dans le main roster. Match suivant, et voilà, cette fois-ci c'est la ceinture féminine de Raw. Vous vous en doutez de cette affiche, puisque j'ai exclu Charlotte, donc forcément il reste plus grand monde. Becky Lynch va enfin, je dis bien enfin, défendre son titre contre la gagnante du Royal Rumble 2020, à savoir Ronda Rousey, qui fait son grand retour surprise, puisque, alors on parle de son retour en 2020, en janvier, pardon, en janvier. Maintenant, il y a quand même beaucoup de flou autour d'elle, on ne sait pas vraiment à quel niveau elle en est. Sa grossesse, elle semble être mise entre parenthèses. Maintenant, sa condition physique, où en est-elle? Est-ce que ses doigts sont véritablement bien ressoudés après le grave accident de doigts qu'elle a pu subir? Voilà, ça reste assez flou finalement, son statut, on n'a pas beaucoup de nouvelles, et je verrais bien un retour surprise de Ronda Rousey pour avoir ce fameux match qui s'écrit tout seul. C'est tellement facile à écrire, puisque ces deux femmes, elles se sont quand même pas mal rentrées dedans cette année, en 2019, et c'était le vrai match qu'on aurait dû avoir à WrestleMania cette année, sauf qu'il n'a jamais eu lieu, puisqu'ils ont voulu nous imposer cette putain de Charlotte qui n'avait rien à voir là-dedans. Bref, on va pas revenir là-dessus. Et quand on regarde la fin de WrestleMania 35, qui a été une pure honte avec ce botch horrible, et c'est Ronda dont les épaules sont à 3 mètres du sol et qui se fait piner, voilà, à l'étonnement, à la surprise générale, donc ce match qui se termine abruptement et qui du coup clôture un WrestleMania au goût amer pour tout le monde, forcément, cette victoire n'étant pas clean, ça peut, justement, c'est un botch qui peut être aussi heureux, dans la mesure où ça peut nourrir aussi la storyline, avec une Ronda Rousey, comme vous pouvez le voir dans l'illustration, qui est toujours aussi heel, et qui a complètement changé d'attitude, hein, on l'avait vu de toute façon avant son départ, avant son absence, et qui va continuer là-dessus, sur cette attitude, et qui va vraiment, voilà, avoir un gros build-up avec beaucoup de fight entre les deux femmes, avec une Ronda particulièrement tenace, et qui va donc vouloir se venger finalement de cette, même si c'est pas une vraie défaite, on va dire, sur le papier, c'est vrai qu'elle a pas véritablement perdu, mais malgré tout, c'est enregistré comme une défaite, et comme sa première défaite à Ronda Rousey, donc forcément, il y a de la revanche dans l'air, et ce match prend complètement sens, et voilà, c'est tout à fait réalisable, et je pense que c'est quand même très probable que ce match ait lieu, et de toute façon il va bien falloir qu'il ait lieu un jour, parce que ce n'est pas possible de rester sur ce triple threat match de WrestleMania, alors que ce match aurait dû avoir lieu entre ces deux femmes. Et voilà, enfin, on aurait dû l'avoir au Survivor Series, malheureusement, elle s'est fait péter le nez Becky Lynch par Nia Jax, on a mis Charlotte à la place, bref, on va pas refaire l'histoire. Donc, ce match, il faut qu'il ait lieu, il n'y a pas de doute possible. Enfin, on va attaquer avec les deux gros titres masculins. Le voici, notre champion de la WWE, je vous le donne au mille, Drew McIntyre. Drew McIntyre, qui, on l'a vu dans le dernier Raw, a montré déjà qu'il avait véritablement faim, et il a vraiment dit que 2020 sera son année, et j'ai envie de le croire. Et justement, dans mon scénario de l'Elimination Chamber,
Brock Lesnar qui perd la ceinture à cause de Cain Velasquez, eh bien, pourquoi pas Drew McIntyre qui, du coup, récupère cette ceinture à l'Elimination Chamber, du coup, nouveau champion, hein, enfin, j'ai envie de dire, il le mérite vraiment, et pour le défier, il faut un gros babyface, et bah, comme gros babyface à Raw, bah, il n'y a pas pléthore de choix, j'ai envie de capitaliser sur Kevin Owens, qui est assez populaire en ce moment, son face turn est plutôt convaincant, donc je pense que un babyface comme Kevin Owens pour faire face à Drew McIntyre, eh ben ça a vraiment de la gueule et ça peut vraiment donner l'un des show stealers de la soirée, hein, tout simplement. On peut avoir un bon match d'un quart d'heure, 20 minutes qui va forcément nous faire envie et qui va être très spectaculaire. J'en suis sûr que ça peut être un très très bon match. Peut-être pour clôturer le show ou pas. Ça, c'est moins sûr. Mais ça a le mérite d'être un peu frais et de nous sortir un peu de Brock Lesnar avec la ceinture. Voilà, d'avoir un peu autre chose et d'occuper Brock Lesnar ailleurs et au moins d'avoir un nouveau champion donc qui défend face à un gros babyface qui va donner du fil à retordre à Drew McIntyre. Voilà pour mon affiche. Et on termine par ce qui pourrait être véritablement le main event, le match comptant pour le championnat universel. Donc on passe du côté de SmackDown. Vous vous en doutez tous, c'est Roman Reigns, le vainqueur du Royal Rumble 2020. Donc Roman Reigns, donc chez les femmes Ronda Rousey, chez les hommes Roman Reigns, pour bien sûr affronter le champion qui sera toujours champion à ce moment-là, The Fiend, avec sa ceinture si particulière. Cette fois-ci, c'est pas la ceinture bleue, c'est la ceinture du Fiend, hein, puisque là, c'est pas Bray Wyatt qu'on voit. Et donc, une affiche qui est tout à fait plausible et dont on parle beaucoup et qu'on a encore, dont on a encore entendu parler même aujourd'hui. Hein, donc, c'est vraiment dans les tuyaux. Et on est obligé de penser à ce match. Et ça pourrait être l'occasion de rebuilder Roman Reigns comme vraiment une top star et comme quelqu'un qui va à nouveau revenir dans le main event et qui va occuper une place importante. D'ailleurs, j'ai lu que cette défaite inattendue face à Corbin à TLC était faite justement pour qu'on continue de le soutenir et qu'on ait un peu d'empathie, hein, et que voilà, que tout ça avait été fait à dessein dans ce but-là, pour ensuite préparer justement cette grosse course, cette grande road to WrestleMania pour Roman Reigns, qui va le conduire vers les sommets et avec un soutien qui sera au top derrière lui, donc un gros soutien pour lui pour essayer de réaliser l'impossible, à savoir être le premier homme à battre le Fiend, hein, le battre clean. Ce n'est encore bien sûr jamais arrivé, donc bah évidemment ça peut tout à fait arriver. On pourrait même imaginer un Roman Reigns qui arrive à créer cette surprise, et peut-être il pourrait y avoir quelque chose qui a lieu autour du masque de Fiend. Peut-être que il va le retirer en plein match et que ça va lui faire perdre un peu ses pouvoirs et que du coup ça va le rendre un petit peu vulnérable, le Fiend, et que c'est comme ça qu'il va réussir à l'emporter. Et en terminant sur une image terminer WrestleMania avec Roman Reigns qui d'une main a la ceinture du Fiend, la ceinture dégueulasse du Fiend d'une main, et d'une autre main aurait le masque du Fiend. Voilà une image forte, hein, très symbolique, qui pourrait tout à fait venir clôturer ce WrestleMania 36. Donc la ceinture du Fiend et son masque, avec un Fiend complètement vulnérable, et donc la fin d'un long run pour le Fiend. Maintenant, ça pourra... L'inconvénient de ce scénario, c'est bien sûr que beaucoup de fans risquent de mal accueillir ça, et de nous faire une Rollins 2 avec encore un Reigns qui risque d'être hué et sifflé, puisque forcément, si on a un Fiend complètement humilié, qui est le premier qui va enfin essuyer un pin et qui en plus va perdre son masque, ça pourrait être très très mal vécu par toute la communauté catch tout le WWE Universe. Ça, c'est, on va dire, le gros point faible de ce scénario. Maintenant, on est obligé de le dire, ce match peut tout à fait avoir lieu et on en parle de plus en plus. Donc pour moi, c'est aussi un match
cohérent et qui se tient. Et donc Roman Reigns en favori numéro 1 pour gagner le Royal Rumble cette année. Voilà donc enfin ce qu'on pouvait dire pour ma carte de WrestleMania 36. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter, enfin on va dire qu'est-ce que vous en pensez de cette carte, est-ce qu'elle vous plaît, qu'est-ce que vous auriez dit, est-ce que voilà, vous avez sûrement d'autres idées, de toute façon c'est impossible d'avoir les mêmes idées, il y a énormément de combinaisons possibles, c'est un enfer de faire une carte pour WrestleMania, on le sait, il y a beaucoup de matchs, et des combinaisons quasiment infinies, en plus on ajoute NXT cette année, bref, mais j'espère que cette carte vous plaira, en tout cas elle me semble équilibrée, plausible, et en plus elle est belle. Pour moi elle a de la gueule cette carte, et elle est tout à fait plausible, et en plus elle a de la gueule, et c'est pas qu'une carte de fan, c'est une carte qui est réfléchie, avec des vraies storylines derrière, et qui en plus au vu des dernières rumeurs, de ce qui pourrait se tramer, etc., a tout à fait du sens, et au vu des storylines, on peut tout à fait arriver à la carte que je viens de vous proposer. Voilà, on se retrouve donc très très bientôt pour une prochaine vidéo, encore une vidéo de fin d'année hein, à laquelle je dois encore réfléchir, mais promis, je vous en fais une autre. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de vous abonner, c'est très important pour continuer de faire grandir la chaîne. J'espère que vous saluerez ce travail, notamment cette belle petite intro, et j'espère que Jim Marksens sera content de ma carte, hein, j'attends son commentaire. En tout cas, à très bientôt, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch, zero miedo, et Sully Perfect 10 a du panache. Ciao à tous.